Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. À l'affiche aujourd'hui, Chantal. Toute nue, d'après Feydeau et Lars Norén, c'est une conception et une mise en scène d'Émilie Anna Maillet au Théâtre de la Tempête. Le conte des contes, théâtre Mélandro, d'après Giambattista Basile, et c'est Omar Porras qui crée cela au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Les vagues, d'après Virginia Woolf, mise en scène d'Élise Vigneron, toujours au Théâtre de la Tempête. Le tigre bleu de l'Euphrate, de Laurent Godet, mise en scène Denis Marlot avec Emmanuel Schwartz, c'est au Théâtre de la Colline. Explosif d'Élise Wilk, mise en scène Lisa Wormser, au Théâtre de l'Épée de Bois. Donc Chantal, nous avons vu beaucoup de choses ensemble. Nous avons vu Toute nue, d'après Feydeau et Lars Norén. Feydeau ne promène pas toute nue, et puis Lars Norén, plein de pièces, dont Veillée et autres. Alors, tu vas nous raconter un peu ça, Chantal ? C'est pourtant deux univers un peu différents, hein, Feydeau et Lars Norén, puisque avec Feydeau, on est quand même dans le vaudeville, tandis qu'avec Lars Norén, on va être, d'après les textes qu'on a entendus, on est plutôt dans un discours un peu féministe, un peu 68 art. Bon, mais j'ai trouvé que cette association fonctionnait à merveille pour ce spectacle, parce que Émilie Anna Maillet, elle va réussir à transformer le personnage de l'épouse, le personnage de la femme, Clarisse, en une sorte de fémène radicale qui... Il faut raconter un tout petit peu l'histoire quand même. Oui, hein. C'est un politique qui est dans la politique, qui règle ses comptes politiques. Donc, il y a des journalistes qui veulent l'interviewer. Il y a un rival qui est devenu quelqu'un qui doit le convaincre. Enfin, bref, il est là chez lui, mais en fait, sans compter d'ailleurs en vidéo les autres intervenants, quand sa femme, elle va, elle va arriver... Et puis elle a très chaud, et donc elle va arriver de plus en plus légère et court-vêtue. Et évidemment, ça pose problème. Alors, ce qui est drôle dans cette pièce, c'est qu'on a transformé ce vaudeville de Feydeau du 19e siècle en cause féministe. Pourquoi ? Parce que, au début, ça m'a un peu agacé, mais après, j'ai trouvé ça très bien. Évidemment, la gestuelle est très importante. C'est-à-dire que les hommes vont s'exprimer d'une façon complètement mécanique, comme des pantins. Et parfois répéter plusieurs fois la même mécanique. Et donc, on a ce contraste entre des hommes mécaniques et une femme naturelle. Et c'est là que la pièce prend son sens et devient très amusante. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement la manière dont la scénographie est menée. Parce qu'on a donc la maison, mais on va avoir derrière la verrière, la cuisine et la scène de bain. Et parfois, elle est intégrée à la scénographie par captation de vidéos en direct. Et je trouve ça extrêmement intelligent parce qu'elle est chez elle, elle est dans son intérieur intime et en fait, d'une certaine façon, son mari viole son intimité. Donc, d'où elle peut se permettre d'aller jusqu'à une radicale nudité. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien vu. Et la comédienne, qui s'appelle Marion Suzanne, elle est
excellente parce que vraiment, elle est dans le basculement justement vers quelque chose de radical, mais ça se fait progressivement et on rit beaucoup parce qu'elle répète qu'elle a chaud, elle met la tête dans le réfrigérateur, ensuite on la voit dans des petites tenues, ensuite on va la voir un peu plus nue. Et la nudité quand même, elle est accompagnée aussi par un discours parce qu'elle s'explique un petit peu là-dessus. Tu as dit qu'il y avait beaucoup de répétitions. Alors il y a un comique de répétition et il y a des scènes, ce sont notamment les scènes entre le mari et puis son ancien opposant politique qui sont répétées mais à l'identique. Et on est vraiment dans un contexte contemporain parce qu'il y aura plein d'appels entrants qu'on voit sur la vidéo. Il y a une utilisation intelligente, parce que pas toujours le cas, de la vidéo qui est en live aussi. Et je trouve que c'est formidable, parce que juste un petit appareil photo ou je sais pas quoi, enfin à peine, ça vous fait une super vidéo qui va jouer un rôle dramatique également. Donc je trouve que l'utilisation de la vidéo, cette fois-ci, parce que c'est la tarte à la crème, cette fois-ci, était intéressante. Et puis on a une scénographie finale, moi j'ai trouvé, qui relevait d'une sorte de burlesque, j'ai envie de dire fantastique, avec la baignoire sur scène, et puis sur les murs, sointe de Blackwater, de l'eau noire qui dessine des motifs. Et là j'ai trouvé que c'était vraiment curieux. Donc nous avons vu cette pièce au Théâtre de la Tempête. Chantal, hier soir, nous nous sommes retrouvés par hasard, sans le savoir, pour voir, et pourtant c'est pas tout près de chez nous, aux Amandiers de Nanterre, le conte des contes. C'est Omar Porras qui reprend un texte napolitain du XVIIe siècle, de Giambattista Basile, mais enfin, je pense qu'il a quand même beaucoup adapté. Et voilà. Chantal ? Oui, donc il y a une situation quand même de départ, parce que c'est monsieur et madame Carnesino et leurs enfants Prince et Segondine qui reçoivent une sorte de docteur, une docteure qui va mettre en œuvre une relation thérapeutique pour guérir le fils qui est un grand mélancolique. Et donc, pour le guérir, il faut lui raconter des contes. Ce ne sont pas forcément des contes bien lisses, bien polissés, bien dociles, dont on va nous raconter l'histoire. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Parce que, en fait, c'est des ancêtres à des contes qu'on connaît, Cendrillon, La Belle Endormie, etc., Podane. Alors là aussi, la scénographie et le jeu sur différents registres et différentes traditions est remarquable, parce que on est au théâtre, mais on est au music-hall, on est aussi effectivement dans des univers un petit peu de science-fiction ou autre, de fiction en tout cas, et on a tout. On a des meubles qui vont bouger sur des roulettes, mais on a vraiment un four qui est en train de marcher, on a le feu dans la cuisine, on va avoir des éclats, et ça va jouer sur le son aussi, on est complètement transporté à certains moments. Il y a tout un jeu comme ça sur la mise en scène que j'ai trouvé très très brillant. Et puis, il y a le jeu des acteurs, ils sont formidables. Oui, rappelle-moi le nom de celui qui joue le docteur. Philippe, le docteur, qui est en même temps le meneur, le maître le conteur du cabaret. C'est Philippe Gouin. Il a un abattage scénique. Il est expert en gags corporels, véritablement. Il chante, il n'est pas le seul. Le fils joue du violon ou du violoncelle, je ne sais plus. Enfin, il y a de tout là-dedans. C'est Simon Bovin, qui est excellent aussi, donc là, qui construit une figure très originale du prince. Moi, j'ai eu un tout petit regret. J'aurais voulu que la figure justement du mélancolique soit plus souvent là, qu'elle soit un peu le fil directeur, mais c'est un détail. Je n'ai pas eu de regret du tout. J'ai beaucoup apprécié ce spectacle qui n'est pas prétentieux et qui est profond, sans prétention, en voulant faire marrer les gens et en y arrivant. Il y avait des écoles qui étaient là et ça marchait énormément bien. Donc, sur le plan scénographique, il y a vraiment des moments sublimes. Alors, quand on est à la scène de Cendrillon qui va être multiplié, on va avoir plusieurs comédiens, comédiennes, même robes, même tabliers. Et puis cette scène, elle est annoncée par quelque chose de très beau, un rideau gonflé qui traverse la scène. Et ensuite, on va avoir une sorte de manège de linge blanc. C'est très fort. Et on pourrait en citer d'autres. Tous les costumes aussi. C'est merveilleux, le travail des costumes. Et il y a
plein de détails scénographiques. Il y a un lapin, Velasquez, à qui on va enlever sa peau. Il y a, au moment du repas, des cervelles là, qui sont exposées. Et ça se termine alors de manière flamboyante, parce que c'est du gore flamboyant, c'est aussi du baroque flamboyant. Et la fin, c'est du cabaret. Et là, avec le conte des 3 oranges, on est dans une revue de cabaret très sexy. Alors, N'hésitez pas, prenez votre RER A pour aller aux Amandiers. D'ailleurs, c'est un théâtre éphémère qui est construit à côté du théâtre qui est en réflexion. Et ça, on se dit, c'est bien dommage parce que l'éphémère, il nous plaît beaucoup. Oui. J'espère que l'ancien sera aussi bien. Pour sa décoration intérieure. Oui, mais je pense quand même qu'on aura une belle surprise aussi. Donc, avec le conte des contes au théâtre des Amandiers de Nanterre. Les vagues. Oui. Chantal? Non, André, peut-être. André, les vagues, oui. D'après Virginia Woolf. Elle a écrit quelque chose qui s'appelle Les vagues. Je ne connaissais pas. J'aurais peut-être mieux fait de connaître parce que j'aurais peut-être mieux compris que ce que j'ai compris. Alors, c'est un spectacle particulier dans la mesure où il est en partie du théâtre et en partie des marionnettes. À ceci près que les marionnettes, alors j'ai spoilé un petit peu le truc, mais les marionnettes sont d'une consistance particulière, puisqu'on les prend dans un réfrigérateur, et qu'au fur et à mesure, elles vont avoir tendance pas à fondre d'une façon comme ça, mais à se fracasser. Et ça m'a beaucoup plu, cette image des marionnettes qui se fracassent. Alors, pour autant que j'ai compris, parce que j'ai pas compris grand-chose, et c'est ça qui m'a gêné, le rapport entre le texte et finalement ces marionnettes, qui m'ont plu par ailleurs, c'est plusieurs personnages qui monologuent, 5 personnages qui monologuent, chacun au bord de la mer, le soir, il y a un paysage normalement, qu'on imagine, et puis il y a un 6e personnage qui lui est évoqué par les 5 autres. À côté de ça, on va avoir les marionnettes et d'autres choses qui vont être manipulées par les 5 acteurs qui vont de temps en temps être les manipulateurs et de temps en temps être les acteurs des personnages. Oui, alors moi j'ai aimé le texte parce que pour moi je l'ai pris comme un poème en prose, je l'ai trouvé méditatif, poétique sur le temps qui passe. Et ce que j'ai aimé, c'était que le texte était toujours en regard avec la nature, c'est-à-dire que les personnages vivent au rythme de la nature. Et donc, je trouvais que l'idée était bonne d'avoir pris ces personnages quand même de glace, ces figurines de glace qui renvoient aussi à ce domaine de la nature. Et moi, j'ai vu une relation très sophistiquée, très travaillée entre les figures humaines et puis les figures de glace. Parce que d'abord, on ne voit que les figures de glace, c'était très beau quand on les voit dans le réfrigérateur, dans une position hiératique. Parfois, les manipulateurs, acteurs, sont derrière dans l'obscurité. Ensuite, ils sont la voix, le double par la voix, et puis parfois les marionnettes sont seules, sont à vue, et puis ce sont les acteurs. Et moi par contre, j'ai vu vraiment une identité de miroir entre le jeu de la marionnette et le jeu de l'acteur. Et j'ai bien identifié chacun des personnages, Rhoda, Ginny, Louis, Bernard, Suzanne, par l'intermédiaire des comédiens qui portaient un vêtement un petit peu à l'identique. Et j'ai été complètement admirative quand j'ai vu, par exemple, la danse de Asuka Tageshi, qui joue Ginny. Elle danse avec sa marionnette, c'est extrêmement beau. Et ces marionnettes de glace, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Nathalie Sarraute qui disait que le moi est une multiplicité de moi. Et donc ces marionnettes, elles perdent comme ça des bouts d'elles-mêmes parce qu'on va de l'enfance à l'adolescence pour aller jusqu'à l'état
adultes, et j'ai trouvé que ça, c'était une belle idée de nous faire réfléchir sur le temps qui passe. Et il y avait là-dedans, pour moi, une mélancolie à laquelle j'ai été très sensible. Un petit hommage à Émilie Valentin, qui, à la fin du siècle dernier, a inventé, elle aussi, des marionnettes de glace dans un spectacle comme le Cid, par exemple. Voilà. Oui, juste quand même, elle travaille quand même aussi, Élise Vigneron, sur ces figures de glace et depuis 2020 jusqu'à 2023. Moi, je suis contente que le Théâtre de la Tempête ait programmé cette mise en scène. André, nous sommes au Tigre bleu, le Tigre bleu de l'Euphrate, de Laurent Godet, dans la mise en scène de Denis Marlot avec Emmanuel Schwartz. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous vous avions parlé au Théâtre de la Colline d'un autre spectacle des mêmes qui était Terrasse, sur les attentats de novembre. Là, ça n'a rien à voir. Alors, on est dans la petite salle de la Colline et on va avoir un décor extrêmement simple, même si la lumière va jouer énormément. Tout est tendu, je ne sais pas, de blanc comme ça. Et puis, au milieu de la scène, il y a une sorte de lit avec quelques couvertures, matelas, etc. Et derrière, on a un paquet qui va s'avérer être un homme qui va enlever son drap et s'adresser, non pas à nous, parce qu'en fait, il s'adresse au dieu des ténèbres. Il s'adresse à la mort. Alors, bon, on ne comprend pas tout de suite, et puis on se dit, oh là là, on a un seul en scène encore, ça va nous prendre 1h15 ou 1h20, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais on ne décoince pas, parce que à la fois le texte et à la fois l'acteur sont extraordinaires. Alors, je raconte ? Moi, non, que raconter ? Ce monologue, c'est Alexandre, c'est le grand Alexandre, mais il repose sur 3 forces. Il y a l'écriture, la situation, il y a le personnage, alors historique d'Alexandre, et puis il y a l'acteur. Et tu l'as dit, il parle à Hadès, au dieu des enfers, et il lui dit que, il faut qu'il les boive ces paroles. Mais c'est nous, spectateurs, qui écoutons ces paroles. Le héros, comme ça, le héros de l'Antiquité, c'est quelque chose qu'on a du mal à... moi, Alexandre, très franchement, comme Napoléon ou d'autres, j'admire pas forcément quelqu'un comme Alexandre le Grand. Mais là, la question n'est pas là, parce que d'abord, lui non plus s'admire pas tant que ça, d'une part, et d'autre part, il y a ce côté voyageur, ce côté qui ne veut pas de limite. Et c'est vrai, quand on y pense, cette espèce de traversée vers l'Asie, comme moi j'étais en Afghanistan il y a quelques années, mais il y a encore des traces de statues qui sont influencées par Alexandre. Enfin, il y en avait, parce que maintenant, elles ont peut-être été détruites. Enfin bon, voilà. Donc, ce personnage, cet acteur, il a des registres extrêmement différents. Il va passer de la violence à la douceur, il va passer du regret à de la mélancolie, à quelque chose d'autre. On est complètement, pris par cette confession, quelque chose comme ça. Oui, moi j'ai été complètement admirative parce que je trouve que Alexandre, il a dans cette pièce, il a le souffle épique, mais il a aussi la lucidité de la réflexion. Il est complètement insatiable. Il voudrait toujours plus, comme tu le dis. Alors forcément, nous on se projette. Il veut aller vers l'est et pourtant il a il a battu Darius, il a construit la ville d'Alexandrie, mais il voudrait aller jusqu'au bord du Gange. Mais il est aussi à hauteur d'homme, parce qu'il va revenir sur ce qu'il a fait et il peut avoir des regrets. C'est un homme pour nous extraordinaire, mais c'est aussi quelqu'un qui ose parler de ses réflexions. Et il est dans l'urgence, parce qu'il est où ? Eh bien, il est au moment où il va mourir. Donc là, il se livre complètement, et ça, c'est très beau. Ça, tu l'as dit, Emmanuel Schwartz, moi, j'ai jamais vu un comédien qui a une force scénique
comme celle-là. Il s'accapare du texte. Il est impressionnant dans sa maîtrise du texte. Et puis pour moi, il acquiert une stature légendaire. Alors il est beau, il a un visage angulaire. Hein, et on le découvre caché. Tu as tenté de l'expliquer, il est sous ce que j'appelle la toile linceul, et puis il va se tordre de douleur, et lorsqu'il a 20 ans, il se redresse parce qu'il est mu par le désir, et il nous emporte. Ce qu'on aime bien là, c'est que, on ne va pas sous-estimer la scénographie qui est quand même très belle, mais on a l'essentiel du théâtre, contrairement au cinéma ou autre chose. C'est quoi l'essentiel du théâtre ? C'est un texte et un acteur. Voilà. Et là, une relation triangulaire avec nous. Avec nous. Voilà. Et nous buvons ses paroles. Donc, c'est vraiment un beau spectacle à aller voir. Et j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de didascalie dans le texte de Laurent Godet, mais que Denis Marlot, il a rempli le texte. Hein. Il nous projette alors très peu, mais sur les murs, hein, sur la toile, on a un peu d'éléphant, un peu. Je crois avoir vu le tigre bleu de l'Euphrate, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, j'ai vu les deux fleuves. Au théâtre de la Colline. Un spectacle, nous n'avons pas vu tous les deux, que tu as vu toute seule, qui est Explosif d'Élise Wilk, je ne sais pas comment on dit, mise en scène de Lisa Wurmser. Tu as vu ça au théâtre de l'Épée de Bois. Tu ne verras pas parce que ça se donne jusqu'au 2 juin, mais cela sera peut-être pris pour une tournée. Un beau spectacle pour moi sur les adolescents, sur le milieu scolaire. On parle aussi des adultes. Alors j'ai lu que c'était une réécriture des Bacchantes d'Euripide, mais je n'ai pas eu le temps d'aller le vérifier. Mais en tout cas, on est dans quelque chose de très contemporain, puisqu'on est à l'école, et il y a 2 personnages très forts, principaux. Il y a notamment le jeune, alors très brillant, mais très indiscipliné, qui va manipuler les autres élèves et qui devient en quelque sorte l'idole. Et il y a un autre personnage, alors c'est le personnage de la psy, hein, donc mère d'un élève brillant qui est d'ailleurs le délégué et qui peut-être elle aussi ira jusqu'à une certaine radicalité pour satisfaire ses désirs. C'est bien fait. Pourquoi est-ce que c'est bien fait ? Parce qu'il y a une forme. Il y a une forme particulière qui est la comédie musicale. Et je trouve que ce n'est absolument pas gratuit. Bien au contraire, parce que pour exprimer les désirs de transgression, je trouve des jeunes, c'est une forme, un opéra rock, quelques danses hip-hop, je trouve que cela convient bien. En plus, ça s'inscrit aussi dans une démarche réflexive, parce que par exemple on va avoir la question du harcèlement, on va avoir aussi la question du professeur chahuté. On a là un professeur, le professeur est aussi proviseur et il est professeur de biologie, mais il subira, il croyait qu'à cause de son autorité, il ne lui arriverait rien, mais en fait, il sera aussi, lui, malmené. Donc vraiment, c'est très très bien, et c'est explosif. On pourrait le prendre à la lettre parce qu'il y aura une question de pétard, mais c'est aussi explosif parce qu'on a une tragédie, parce qu'on a peut-être là un adulte, des adultes qui ne voient pas ce qui se passe et qui ne voient pas la tragédie qui est en train de se construire pour un des élèves. Moi, je trouve que c'est du théâtre qui est intense, qui est original et qui aboutit vraiment à quelque chose de très différent parce qu'il présente aussi un regard pertinent sur la société. On a le rythme, on a les acteurs, mais jamais on ne perd la dimension humaine. Donc un très beau travail. Explosif d'Élise Wilk au théâtre de l'Épée de Bois. On vous a parlé également, Chantal. Eh bien, Le Tigre bleu de l'Euphrate de Laurent Godet, dans la mise en scène de Denis Marlot avec Emmanuel Schwartz à la Les Colline. Vagues, d'après Virginia Woolf, mise en scène d'Élise Vigneron au théâtre de la Tempête. Le Conte des contes de Giambattista Basile. Son texte a été écrit à l'origine en napolitain et s'est adapté de manière brillante par Omar Porras
au théâtre Amandier Nanterre. Adaptée et mise en scène. Toute nue d'après Feydeau et divers textes de Lars Norén, concession et mise en scène d'Émilie Anna Maillet, que nous avons vu au théâtre La Tempête. Voilà. Et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, donc théâtrales. Au revoir. Radio Soleil Marseille, 87.7 FM.